Le soleil, il nous chauffe, il nous éclaire, c'est vital, on le sait tous. Mais au fond, comment il fabrique toute cette énergie? Et ça depuis des milliards d'années sans arrêt. Oui, c'est une question fascinante. En gros, le cœur du Soleil, c'est un immense réacteur nucléaire. Naturel, évidemment. Un réacteur qui tourne à quoi? Quel est le carburant? Bah, principalement de l'hydrogène. Le Soleil passe son temps à transformer cet hydrogène en hélium. C'est ça le processus de base. La fusion nucléaire. D'accord, la fusion. Et c'est là qu'intervient la fameuse équation E égale mc carré. Exactement. Une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène qui fusionnent, à peine 0,7%, n'est pas dans l'hélium final. Elle est convertie en une quantité d'énergie colossale. Colossal, c'est-à-dire, on a des chiffres un peu concrets? Ah oui. Chaque seconde, le Soleil fusionne environ 600 millions de tonnes d'hydrogène. Ça libère une puissance de... Attendez, c'est 3,486 fois 10 puissance 26 watts. Enfin, un chiffre astronomique, quoi. C'est vertigineux. Mais pour que cette fusion se produise, il faut des conditions particulières, j'imagine. On ne peut pas faire ça dans son jardin. Ah non, clairement pas. Au cœur du Soleil, on a des conditions absolument dantesques. Une température d'environ 15 millions 7 millions de degrés Kelvin 15 millions de degrés. et une pression qui est à peu près 250 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre, plus une densité énorme, 150 fois celle de l'eau. D'accord, donc chaleur, pression, densité, tout est extrême. Mais même avec 15 millions de degrés, j'ai lu que ce n'était pas encore assez chaud pour que les protons, les noyaux d'hydrogène, acceptent de fusionner normalement. Ils se repoussent, non? C'est tout à fait ça. La physique classique nous dit qu'à cette température, la répulsion électrique entre les protons, qui sont chargés positivement, est encore trop forte. Ils n'ont pas assez d'énergie pour surmonter cette barrière, cette force qui les repousse. Alors, comment ça marche? Il y a une astuce? Il y a une astuce, mais elle vient de la physique quantique. C'est l'effet tunnel. C'est un peu contre-intuitif, mais L'effet tunnel, ça veut dire quoi? imaginez que le proton doit franchir une très haute colline, la barrière de répulsion. Mais il n'a pas assez d'énergie pour grimper jusqu'en haut. L'effet tunnel, c'est la possibilité très faible, mais non nulle, qu'il a de passer à travers la colline, sans avoir besoin de la grimper. Il triche en quelque sorte. Un passe-muraille quantique. C'est fou. C'est un peu ça, oui. Sans cet effet tunnel, la fusion dans le Soleil serait impossible à cette température. Notre étoile ne brillerait pas. D'accord. Et le mécanisme principal qui utilise cet effet, c'est ce qu'on appelle la chaîne proton-proton. Oui, la chaîne PP. C'est elle qui assure à peu près 99% de toute l'énergie dégagée par le Soleil. Et comment ça se déroule, cette chaîne? C'est une recette de cuisine? On peut voir ça comme ça, en plusieurs étapes. D'abord, deux protons réussissent à fusionner, justement grâce à l'effet tunnel. Ça donne un noyau de deutérium, c'est de l'hydrogène lourd, avec un proton et un neutron. Ok, première étape, hydrogène devient hydrogène lourd. C'est ça. Et en même temps, ça libère un positron, l'antiélectron, et une particule très discrète, le neutrino. Ensuite, ce deutérium rencontre un autre proton et fusionne avec lui pour former de l'hélium 3. Deux protons, un neutron. Deutérium plus proton égale hélium 3. Deuxième étape. Voilà. Et la dernière étape majeure, deux noyaux d'hélium 3 se rencontrent et fusionnent. Ça donne un noyau d'hélium 4, deux protons, deux neutrons, qui est l'hélium stable classique, et ça relâche les deux protons initiaux qui peuvent recommencer le cycle. D'accord. Donc en partant de protons, on arrive à l'hélium 4 et de l'énergie est libérée à chaque étape. Principalement lors de la formation de l'hélium 3 et de l'hélium 4. Mais il y a un truc fascinant. Ah! Quoi donc? C'est la toute première étape, la fusion de deux protons pour faire du deutérium. Elle est incroyablement lente. Lente comment? À l'échelle d'un proton individuel, la probabilité que ça arrive est minuscule. On calcule qu'un proton au cœur du Soleil attendrait en moyenne 9 milliards d'années avant de participer à cette première fusion. 9 milliards d'années. Mais c'est énorme. C'est plus que l'âge actuel du Soleil, non? Oui, c'est ça qui est fou. Et c'est paradoxalement la clé de la longévité du Soleil. Parce que cette étape est si lente, elle agit comme un goulot d'étranglement. Ça régule la vitesse à laquelle le Soleil brûle son hydrogène. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il ne s'est pas consumé en un éclair. Cette lenteur est essentielle. C'est gouverné par quoi, cette lenteur? C'est une interaction fondamentale qu'on appelle l'interaction faible. C'est elle qui permet la transformation d'un proton en neutron lors de la formation du deutérium. Fascinant.
Et il y a un autre processus aussi, non? Moins important, mais quand même, le cycle CNO. Oui, le cycle carbone-azote-oxygène. Il contribue pour environ 1% seulement de l'énergie du Soleil. Dans ce cycle, l'hydrogène fusionne aussi en hélium, mais le carbone, l'azote et l'oxygène servent de catalyseurs. Des catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils participent à la réaction, mais sont régénérés à la fin. Exactement. Ils facilitent la fusion sans être consommés. Ce cycle CNO est beaucoup plus important dans les étoiles plus massives et plus chaudes que le Soleil. Mais on sait qu'il existe aussi dans notre Soleil, hein. Comment on le sait? Oui, on a eu la confirmation assez récemment, en 2020, grâce à la détection de neutrinos très spécifiques qui ne peuvent être produits que par ce cycle CNO. Ah, les neutrinos, ces fameuses particules fantômes, elles sont importantes pour comprendre ce qui se passe là-dedans, non? Elles sont cruciales, parce que les neutrinos sont produits directement par les réactions de fusion au cœur du Soleil. Et comme ils interagissent très peu avec la matière, ils s'échappent du Soleil quasiment instantanément, à la vitesse de la lumière. Donc, ils nous arrivent sur Terre environ 1000 minutes après avoir été créés, c'est ça? Voilà. Ils sont des messagers directs du cœur solaire. C'est une fenêtre unique sur ce qui s'y passe en temps quasi réel. Contrairement à la lumière, les photons qui, eux, mettent un temps fou à sortir. Ah oui, ça n'a rien à voir. Un photon produit au centre met des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers, à atteindre la surface. Il est constamment absorbé, réémis, il zigzague dans les couches denses du Soleil. Les neutrinos, eux, filent tout droit. Et leur détection a permis de confirmer que nos modèles de fusion étaient corrects, malgré une petite énigme au début. Oui, le problème des neutrinos solaires. Pendant longtemps, on détectait moins de neutrinos solaires que ce que les modèles prévoyaient. On se demandait si on se trompait sur le Soleil ou sur les neutrinos. Et la solution? La solution, c'était que les neutrinos peuvent changer de type ou de saveur pendant leur voyage entre le Soleil et la Terre. C'est ce qu'on appelle les oscillations de neutrinos. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a pu détecter toutes les saveurs, les comptes étaient bons. Ça a été une magnifique confirmation de nos modèles stellaires et aussi une découverte majeure en physique des particules. Donc, on a un réacteur nucléaire, principalement via la chaîne PP, régulé par une étape très lente, confirmée par les neutrinos, et tout ça est stable. Comment ça tient en équilibre? C'est un équilibre assez remarquable entre la force de gravité, qui tend à écraser l'étoile sur elle-même, et la pression vers l'extérieur, générée par la chaleur de la fusion nucléaire. La pression pousse vers l'extérieur, la gravité tire vers l'intérieur. C'est ça, et il y a un mécanisme d'autorégulation, un peu comme un thermostat. Si pour une raison ou une autre, le taux de fusion augmente un peu, le cœur chauffe, se dilate légèrement. Et en se dilatant, la densité et la température baissent un peu. Exactement. Ce qui ralentit la fusion. Inversement, si la fusion ralentit, le cœur se refroidit un peu, la pression baisse, la gravité prend le dessus, le cœur se contracte. Ce qui augmente la température et la densité et relance la fusion. C'est génial. C'est un thermostat naturel très efficace qui maintient le Soleil stable sur des milliards d'années. Bon, il évolue quand même très lentement. Oui, j'ai lu qu'il devenait progressivement plus lumineux. C'est vrai. À mesure que l'hydrogène se transforme en hélium dans le cœur, la composition chimique change. Le cœur se contracte et chauffe lentement, ce qui augmente le taux de fusion global. Le Soleil est environ 30% plus lumineux aujourd'hui qu'au début de sa vie. Et ça va continuer comme ça. Jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'hydrogène dans le cœur pour la fusion. Dans environ 5 milliards d'années, il commencera à gonfler énormément pour devenir une géante rouge. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Donc, comprendre tout ça, c'est fondamental pour l'astrophysique, pour savoir comment fonctionnent les étoiles. Mais est-ce que ça a des implications plus terre-à-terre pour nous? Ben oui, indirectement. Ça nous rappelle d'où vient l'énergie qui fait tourner notre planète. Et puis, surtout, ça inspire la recherche sur la fusion contrôlée ici, sur Terre. Le rêve d'avoir une source d'énergie propre, quasi inépuisable, en imitant le Soleil? C'est exactement ça. Reproduire ce processus sur Terre, c'est un défi scientifique et technologique immense. On essaye de recréer ces conditions extrêmes, mais sans l'aide de la gravité colossale du Soleil pour confiner la matière. Du coup, il faut faire comment? Chauffer encore plus? Oui, beaucoup plus. Pour obtenir la fusion sur Terre dans des réacteurs comme ITER, on vise des températures de l'ordre de 150 millions de degrés, 10 fois plus qu'au centre du Soleil, pour compenser la pression bien plus faible. 10 fois plus chaud. C'est ahurissant. Donc, pour résumer cette plongée au cœur du Soleil, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium, principalement via la chaîne proton-proton, qui produit son énergie. C'est ça, dans des conditions de température et de pression extrêmes, rendues possibles par la masse gigantesque du Soleil et avec un coup de pouce essentiel de l'effet tunnel quantique.
Un processus incroyablement lent au démarrage, ce qui assure sa stabilité, et qu'on a pu vérifier grâce aux neutrinos, ces messagers directs. Tout à fait. Un réacteur nucléaire naturel, autorégulé, qui nous alimente depuis plus de 4,5 milliards d'années. Et ça laisse songeur quand même. Le Soleil fait ça naturellement, grâce à sa gravité écrasante. Nous, sur Terre, pour essayer de l'imiter, on doit pousser la technologie dans ses retranchements et viser des températures dévirantes. Qu'est-ce que cette différence d'échelle nous apprend sur les défis énergétiques qui nous attendent et peut-être sur notre place dans l'univers? C'est une excellente question pour conclure. Ça montre à la fois la puissance des lois de la nature à grande échelle et l'ingéniosité humaine face à des défis cosmiques.